Bonjour Nicolas. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue à ce troisième épisode sur notre web-série sur la cybersécurité. Donc aujourd'hui, le programme, c'est confidentialité. On a déjà évoqué la confidentialité des données la semaine dernière, mais là, on va en reparler un petit peu et on vous parlera d'intégrité et de disponibilité. Donc on va commencer par confidentialité des données, l'intégrité comme je vous l'ai dit, la sécurité des données aussi c'est important et de le confronter à l'intégrité pour que vous puissiez comprendre quelle est la différence entre les deux. Et puis voilà, nous vous expliquerons en détail la disponibilité. Et dans l'épisode précédent, nous vous expliquions qu'il était indispensable de protéger et contrôler les données que vous rendiez disponibles au monde, c'est-à-dire sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et nous allons maintenant vous parler en détail de la confidentialité. Donc Nicolas va vous présenter un schéma de principe, vous allez voir, c'est assez facile. Et ensuite, on vous parlera de la définition. Donc sur notre schéma classique de communication entre Alice et Bob, on va les appeler comme ça, Alice veut donc établir un flux de communication, veut tout simplement communiquer avec Bob et lui envoie des informations. La confidentialité, elle se définit comme le fait que Alice envoie toujours des messages à Bob, mais qu'une personne malveillante a installé des logiciels ou a trouvé des moyens qui lui permettent en fait de recevoir les mêmes informations que Bob. C'est-à-dire que toutes les données que Alice va envoyer à Bob, la personne malveillante, le pirate, recevra également toutes ces données. Nous pouvons parler de confidentialité personnelle dans le sens où c'est à chaque utilisateur d'être le premier acteur de la protection de ses propres données. Dit autrement, ça veut dire que c'est à vous d'être responsable de vos données. C'est vos données à vous, donc c'est à vous de garantir la confidentialité de vos propres données. Le premier élément à faire, le plus simple, c'est de mettre un mot de passe sur chacun de vos ordinateurs, sur chacune de vos tablettes ou de vos téléphones. Il ne faut pas que n'importe qui puisse prendre le contrôle de votre ordinateur, regarder ce qu'il y a dessus. Donc il est très important pour chaque session, pour chaque ordinateur, encore une fois, de mettre un mot de passe. Il se peut que plusieurs personnes dans une famille utilisent le même ordinateur. Chacun devra donc avoir sa propre session avec des droits restreints et un seul compte administrateur, donc une personne qui sera administrateur, qui permettra, elle, d'installer des logiciels. Le fait d'avoir chacun sa propre session et qu'il soit cloisonné, ça permet donc de protéger les données et d'éviter des problèmes de confidentialité avec des données qui peuvent aller d'une personne à l'autre. On trouve souvent, quand on va en entreprise, on trouve souvent une personne qui est responsable d'entreprise ou cadre important, qui a son ordinateur personnel, qui lui permet de faire, pas son ordinateur personnel, pardon, son ordinateur d'entreprise qui lui permet donc d'envoyer ses mails institutionnels, de faire les comptes de l'entreprise, de travailler pour l'entreprise, et qui rentre le soir, et qui laisse cet ordinateur à la disposition de ses enfants, qui vont, eux, aller jouer en ligne, ils vont aller sur Internet, ils vont faire tout un tas de choses avec l'ordinateur. Les données de l'entreprise, à ce moment-là, sont donc accessibles à tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants sont des personnes malveillantes, mais de par leur utilisation d'Internet ou des jeux en ligne, ils peuvent permettre à des personnes malveillantes de prendre possession de l'ordinateur. Alors l'idéal, le conseil que l'on donne, qui est idéal, c'est d'avoir un ordinateur pour l'entreprise et un ordinateur pour la famille. Alors on sait bien que ce n'est pas toujours possible, donc dans les cas où ce n'est pas possible, justement, il faut cloisonner les données, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des permissions d'accès qui soient mises en place pour chaque personne qui doit avoir accès à l'ordinateur. Donc un compte famille, un compte pour chaque enfant et un compte spécial pour l'entreprise. Donc dans ce cas-là, au moins, on essaie de limiter le problème de confidentialité. Maintenant, si les données sont vraiment importantes sur l'ordinateur et que c'est le seul pour toute la famille, en plus du cloisonnement, on peut essayer de crypter les informations pour que même si quelqu'un prend possession de l'ordinateur, il ne puisse pas récupérer les données. Donc si on doit définir la confidentialité en quelques mots, on parle de confidentialité interne à l'entreprise dans le sens où on pourrait avoir une personne malveillante qui intervienne au sein d'une entreprise qui puisse se raccorder au réseau de l'entreprise via un câble RJ45, tout simplement, ou via une connexion Wi-Fi. Donc en fait, c'est super important que les personnes qui sont en charge de l'administration réseau ou les responsables informatiques sécurisent l'ensemble des accès réseau pour que ça n'arrive pas. Donc on a parlé un petit peu de confidentialité personnelle, où c'est à vous d'être responsable de vos propres données. On a parlé de la confidentialité interne dans le cadre d'infrastructures informatiques dans les entreprises. Mais dans ces mêmes entreprises, il faut également parler de confidentialité externe. En effet, la plupart des échanges aujourd'hui se font sur des serveurs qui sont partout sur la planète. Et donc, quand vous sortez de l'entreprise, on sort du périphérique
de l'entreprise, et donc on est obligé de passer sur des réseaux qui sont des réseaux publics. Ces réseaux publics, ce n'est pas le responsable de l'informatique, ce n'est pas le responsable d'entreprise qui ont la main sur ces réseaux-là, puisqu'ils sont publics. C'est-à-dire qu'on est en clair sur Internet. Donc il n'y a pas de possibilité de garantir la confidentialité de nos données sur Internet. Alors on peut quand même se protéger un minimum en utilisant par exemple que des sites qui utilisent le protocole HTTPS. Quand vous allez sur un site, www.toto.fr par exemple, il y a deux méthodes. Soit vous allez par HTTP, donc toutes les informations circulent en clair, soit le site propose la version HTTPS, S pour sécuriser, qui permet en fait de crypter les informations entre votre ordinateur et leur serveur. C'est-à-dire que même si quelqu'un écoute sur le réseau public, il verra des informations qui sont cryptées. Ça permet à ce moment-là de garantir un minimum la confidentialité des données. C'est très important de vérifier ça, que vous utilisez bien de l'HTTPS pour tous les sites de banque, les sites institutionnels, du gouvernement, des impôts et tous les sites de vente en ligne. Parce qu'autrement, ça voudrait dire que vos identifiants, vos mots de passe et éventuellement vos numéros de carte bleue transiteraient en clair sur les réseaux publics, ce qui serait quand même dangereux. On a aussi la possibilité, pour protéger quand même en entrée nos données, les données de l'entreprise, de mettre en place, ce qu'on avait vu à l'épisode 1, un pare-feu. Ce pare-feu, il va empêcher les personnes non autorisées de venir sur votre ordinateur ou sur le réseau de l'entreprise pour prendre des données. Voilà. En complément du pare-feu, que vous soyez particulier ou que vous soyez une entreprise, vous pouvez faire appel à un VPN en fait, ce qui permet de sécuriser votre connexion de bout en bout, c'est-à-dire à partir du moment où vous commencez à émettre des données jusqu'à la fin du parcours. En fait, c'est super intéressant et ça s'est énormément développé dans le cadre du télétravail ces derniers mois, puisque ça permet de sécuriser n'importe quelle connexion de manière très rapide et sur n'importe quel support. Donc que vous soyez à la maison en train de travailler avec l'ordinateur du boulot, vous pouvez avoir une connexion sécurisée avec un VPN, ou alors si vous êtes en déplacement professionnel en tant que commercial dans une chambre d'hôtel ou autre, c'est pareil, le VPN va sécuriser vos connexions. On va maintenant parler d'intégrité des données. En fait, l'intégrité des données, c'est l'exactitude, l'intégralité et la cohérence globale des données que vous allez transmettre. Ça désigne aussi la sûreté des données, conformément à la loi RGPD que nous avons évoquée au précédent épisode. L'intégrité, en fait, elle est maintenue par un ensemble de processus, de règles et de normes. Donc, on ne les détaillera pas toutes puisque c'est quelque chose de très précis. Mais voilà, sachez qu'il y a énormément de processus qui maintiennent cette intégrité. Et ce qu'on peut retenir, c'est que quand l'intégrité des données est assurée, les informations stockées dans les bases de données, elles restent complètes, exactes et fiables. Et c'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser de manière normale, peu importe le moment où vous allez avoir besoin d'y avoir accès. Voilà. Pour l'intégrité, on va reprendre notre schéma de principe avec toujours la communication entre Alice et Bob. Alice voulant encore une fois envoyer des messages à Bob, mais cette fois-ci, une personne malveillante va s'introduire au milieu de la conversation, c'est-à-dire qu'elle va, par des moyens détournés, récupérer l'ensemble des données que Alice va envoyer à Bob, va modifier les données, va modifier l'intégrité des données et va renvoyer les messages à Bob. Donc Alice croit qu'elle envoie un message à Bob, Bob croit que c'est Alice qui lui envoie un message, mais en fait, il y a une personne malveillante au milieu qui va modifier l'intégrité des données, donc qui va modifier les messages. Si on peut compléter l'intégrité des données, ça fait référence à la fiabilité des données, à leur crédibilité tout au long de leur cycle de vie. Donc le cycle de vie, c'est en fonction du moment où vous produisez cette donnée jusqu'au moment où vous allez l'utiliser entre guillemets pour la dernière fois. L'intégrité physique, c'est la protection de l'exactitude des données lors de leur stockage et lors de la récupération. En fait, par exemple, en cas de catastrophe naturelle, de coupure de courant ou de piratage des fonctions de base des données, l'intégrité physique est bien évidemment compromise puisque vous n'êtes pas sûr de récupérer vos données telles que vous les aviez produites. Vous avez aussi l'erreur humaine, bah oui, parce que c'est souvent le cas, la détérioration du stockage ou d'autres problèmes qui peuvent également empêcher d'obtenir des données précises et fiables. Qu'est-ce que va être la sécurité des données dans tout ce que l'on vient de dire, et notamment par rapport à l'intégrité ? La sécurité des données, c'est un ensemble de mesures qui vont être prises pour empêcher la corruption des données. Cette sécurité des données va inclure l'utilisation de processus qui vont bloquer l'accès aux données aux personnes malveillantes et aux personnes non autorisées. Les failles de sécurité des données peuvent donc être mineures, comme elles peuvent être également majeures et entraîner de sérieux dommages.
Si l'objectif de l'intégrité des données est bien de conserver des données qui soient intactes et le plus précises possible tout au long de leur cycle de vie, la sécurité des données, quant à elle, vise à les protéger, ces informations, contre tout type d'attaque extérieure qui pourrait mettre à mal cette intégrité. Vos données, elles ont une valeur. Elles ont une valeur par rapport à ce qu'elles représentent. Si quelqu'un vient modifier ces valeurs-là, on remet en cause l'intégrité de vos données et donc ça va poser des problèmes à la valeur et à la donnée elle-même. Donc la sécurité des données et la protection des ordinateurs et des systèmes d'entreprise est un enjeu qui est capital pour justement garantir l'intégrité de ces données de tous vos utilisateurs. Et il est donc bien important de comprendre que c'est à chaque entité ou entreprise qui propose de stocker des données pour vous, leurs collaborateurs ou pour des clients, c'est donc à ces entités, à ces entreprises d'assurer que l'intégrité des données ne sera pas compromise et donc de mettre en place tous les outils nécessaires pour assurer cette protection et donc cette intégrité. Quand on parle intégrité des données, on pense aussi à qualité des données. Donc on peut se poser la question à savoir si les données qui sont hébergées sur les sites ou dans les bases de données, savoir si elles sont conformes aux normes et aux besoins que vous avez en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. La qualité des données répond à cette question à l'aide d'un ensemble de processus qui mesurent l'âge, la pertinence, l'exactitude et l'exhaustivité et aussi la fiabilité des données. Tout comme la sécurité des données, la qualité des données fait partie de l'intégrité. C'est vraiment une partie cruciale. Eh bien, par exemple, on a le premier facteur de risque, c'est l'erreur humaine. En fait, lorsque les personnes ne saisissent pas correctement certaines informations, dupliquent ou effacent les données, effectivement, on a le risque que l'intégrité des données soit compromise. Ensuite, on a l'erreur de transfert. Un document peut être mal transféré quand vous le copiez sur un disque dur ou autre. Les bugs et virus, bah oui, parce qu'à cause d'une personne malveillante, les logiciels espions volent et détériorent vos données. Et ensuite, on a aussi le fait que les matériels peuvent être compromis. Les pannes d'ordinateur, un souci de serveur, et du coup, l'intégrité des données est compromise. Comment réduire les risques de cette modification de l'intégrité des données? Alors tout d'abord, on en a parlé, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est extrêmement important de limiter l'accès à vos données ou aux données d'entreprise uniquement aux personnes autorisées. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Qui doit avoir accès et à quelles données? Est-ce que quelqu'un qui a la production doit avoir accès aux données comptables de l'entreprise? Est-ce que quelqu'un qui a la logistique doit voir les comptes de l'entreprise ou les données financières? À vous de répondre à ces questions pour être capable de limiter l'accès aux données aux seules personnes vraiment autorisées. Ensuite, il faut valider ces données pour s'assurer qu'elles soient correctes quand elles sont collectées et quand elles sont utilisées. C'est un point aussi très important. La sauvegarde des données, on vous l'a déjà dit, on vous le redira, sauvegarder ces données est fondamental. S'il arrive le moindre problème et qu'on s'aperçoit d'un problème de modification d'intégrité des données qui soient corrompues ou qui aient été modifiées, on peut réutiliser une sauvegarde et retrouver nos données originales. Donc la sauvegarde est un élément fondamental. Après, sur des systèmes d'entreprise, des systèmes un peu plus sophistiqués, avec des entreprises avec des responsables informatiques ou des structures plus importantes en informatique, il existe des systèmes qui permettent d'utiliser des journaux qui vont en fait suivre tout ce qui se passe sur les données. Est-ce qu'elles sont ajoutées, modifiées, supprimées? Comme ça, on sait ce qui s'est passé, quand et à quel moment. Il est aussi important dans les grands groupes de mener des audits internes régulièrement pour savoir s'il n'y a pas eu de modification des données. Enfin, il existe des logiciels qui permettent de détecter des erreurs sur vos données ou de modifier ces données. Bien évidemment, encore une fois, ces informations-là, enfin ces outils-là, sont vraiment à destination des entreprises et des très grandes entreprises. En fait, nous avons vu des notions d'authentification, de confidentialité, d'intégrité des données. Donc maintenant qu'on sait que nos données vont être exactes et on sait comment les protéger, on a une question à se poser, c'est est-ce qu'elles vont être disponibles quand on en aura besoin? Donc maintenant, on va parler de disponibilité. En fait, si on doit définir cette notion de disponibilité d'un système informatique, ça désigne la probabilité que ce fameux système informatique soit en état de fonctionner au moment où on en a besoin. Vous allez voir, c'est un taux, c'est un pourcentage en fait qui permet de répondre à cette question au niveau de la fiabilité, de la disponibilité. C'est un enjeu majeur en fait pour les performances et pour la compétitivité des entreprises parce qu'effectivement, imaginez un site de e-commerce, si son site web n'est pas disponible au moment où le client a besoin de faire ses achats, eh bien, c'est un gros souci au niveau ça peut avoir de graves conséquences financières et au niveau de perte de chiffre d'affaires. Du coup, on va se poser deux questions pour répondre
à la disponibilité. On va se demander comment l'assurer dans un système informatique d'une entreprise et puis quelles mesures permettent de disposer d'un système informatique performant. Notre célèbre schéma de principe, avec toujours Alice qui veut communiquer avec Bob, toujours le flux normal de communication, Alice envoie des messages à Bob. Cette fois-ci, la personne malveillante, par quelques moyens qu'elle a trouvés et mis à sa disposition, elle va en fait bloquer le flux d'informations. D'une manière ou d'une autre, elle va arriver à ce que la communication entre Alice et Bob ne puisse plus se faire. Voilà le principe de la perte de disponibilité. Pour parler de la disponibilité du système informatique et de comment s'assurer que ça fonctionne quand on en a besoin, il faut surtout se souvenir qu'un appareil informatique, quel qu'il soit, ne peut pas fonctionner à 100% du temps. C'est-à-dire qu'il y a au moins une seconde, une heure dans une année où il va être non disponible pour cause d'une mise à jour, pour un souci de panne électrique, pour un souci, peut-être un facteur humain, hein, on en a parlé tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la disponibilité va être élevée et plus le système est jugé fiable et stable. La disponibilité d'un système informatique, c'est une notion qui est basée sur les probabilités, je vous le disais tout à l'heure, afin de calculer la fiabilité de divers éléments de l'infrastructure informatique. Deux notions sont à retenir. En fait, on parle de temps. On parle de temps entre les deux défaillances et de temps qui est nécessaire à la remise en route du système. Bah oui, parce que même si vous faites une mise à jour, à un moment donné, vous avez peut-être un laps de temps d'une heure où votre système n'est plus disponible. L'enjeu donc pour les entreprises est que la disponibilité de leur système d'information soit la plus importante possible. Comme vous l'a dit Anaïs, il faut que ce pourcentage essaie de tendre le plus près possible et atteindre le plus près possible les 100%, ce qui est quasiment impossible. La disponibilité va donc prendre en compte la fréquence, mais aussi la durée des incidents. Il est donc parfois nécessaire pour les entreprises de faire appel à des services d'infogérance, donc des services externes, qui vont permettre d'augmenter la disponibilité de leur système d'information en détectant les pannes, en proposant un service d'intervention en temps réel ou en palliant en cas de grosse défaillance, en palliant vraiment cette problématique et en prenant le relais de l'entreprise. Donc en parlant de course à la disponibilité, je vais vous donner deux exemples. Vous allez voir un qui potentiellement pourrait être à la base d'un acte malveillant ou d'un acte complètement hasardeux et ça pourrait se faire comme ça. Et un autre qui est dû à un événement qu'on ne peut pas maîtriser. En fait, le premier exemple, on est en période de fête de fin d'année et de Black Friday, donc vous souhaitez faire vos achats sur un site de e-commerce bien connu. Avec des offres super, tout le monde se connecte en même temps puisque les offres sont limitées dans le temps. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, il se peut qu'avec le nombre de connexions en un temps record, le site ne soit plus disponible, ce qui entraîne de la frustration chez le client potentiel que vous êtes, puisqu'au bout de la 3e ou 4e fois où vous essayez de valider votre panier et que vous tombez sur une page blanche, que ça ne se connecte pas, que ça n'avance pas, vous changez de site internet. Et puis, vous allez acheter votre super téléviseur à écran plat ailleurs. Du coup, pour l'entreprise pour qui le site n'était plus disponible, c'est une perte de chiffre d'affaires. Et puis, ça peut aller très vite puisqu'on est souvent des milliers, ou en tout cas au moins des centaines, à commander le même produit en même temps. Donc ça peut être dû à un acte malveillant puisqu'on pourrait imaginer qu'une enseigne concurrente veuille qu'il y ait un certain nombre de connexions qui se fassent en même temps sur ce site web pour le rendre indisponible et pour que les clients migrent vers leur site web à eux. Mais ça pourrait aussi être dû au fait qu'il y ait une offre très très intéressante. On a aussi, en fait, l'indisponibilité d'un site web, ou d'un site ou d'un système informatique, ça peut aussi dépendre d'autre chose qu'un acte de malveillance. Si on prend l'exemple du 11 septembre 2001, vous vous en souvenez tous, jamais dans l'histoire de l'informatique, autant de personnes ne s'étaient connectées en même temps sur les quelques sites d'information disponibles en ligne à l'époque. Il faut quand même se souvenir que c'est en 2001, que cet événement du terrorisme, c'était des premiers événements qu'on avait vus et la couverture médiatique était importante, mais les sites d'info étaient assez restreints. Et donc voilà, tous les sites étaient complètement plantés puisque c'était impossible d'accéder à quoi que ce soit comme information. Comment peut-on disposer d'une disponibilité performante ? Alors, si c'est pour vous particulier, la première des choses, c'est d'essayer d'avoir une connexion Internet la plus fiable possible. Vous avez de plus en plus de services que vous utilisez qui sont dans le cloud, vos banques, vous stockez vos photos à l'extérieur, etc. Donc, il vous faut une connexion Internet fiable. Même si ce n'est pas facile à obtenir, il faut essayer quand même
malgré tout, de pouvoir communiquer d'une manière ou d'une autre. Si maintenant vous êtes une entreprise, c'est plus important d'avoir une connexion Internet fiable, ça devient fondamental. Et si vous êtes une entreprise qui proposez des services à vos clients ou à vos collaborateurs depuis l'extérieur, là c'est carrément fondamental. Donc il est très important pour ce genre d'entreprise d'avoir une connexion Internet fiable et d'avoir à chaque fois, au moins, autant que faire se peut, une seconde connexion Internet, une seconde liaison qui vous permettra de prendre le relais, même de manière dégradée, si la première vient à tomber en panne. Il faut, donc, première des choses, disposer d'une connexion Internet fiable. Second point, évaluer les risques d'incidents. Donc un audit complet de votre système d'information sera réalisé par un expert informatique, ce qui permettra de détecter les principales failles de sécurité ainsi que les risques d'incidents éventuels et de mettre en place des outils nécessaires à l'amélioration de cette disponibilité. Alors bien sûr, évaluer les risques d'incidents, c'est très important pour une entreprise. Pour vous, particulier, ce n'est pas vraiment nécessaire. Autre point, il va être intéressant d'évaluer la tolérance aux pannes. On reste toujours dans le registre de l'entreprise. On sait très bien que le risque zéro n'existait pas, Anaïs nous l'a bien expliqué, et que la disponibilité du SI ne peut jamais atteindre les 100%. Donc la capacité d'un système à fonctionner malgré une défaillance d'un ou plusieurs éléments qui le constituent est donc appelée la tolérance aux pannes. Cette tolérance aux pannes, il s'agit en fait de déterminer si votre système sera privé de certains de ses composants, et si oui, si ça arrive, pendant combien de temps? Il convient alors de désigner les éléments indispensables à l'activité de votre entreprise et de mettre en place des dispositifs qui vont essayer d'assurer le minimum la continuité des activités. C'est ce que l'on appelle, on a déjà parlé à l'épisode 1, le plan de continuité de l'activité ou le PCA. Donc ça, on évalue les pannes, on évalue le temps que ça peut prendre et on essaie de construire un plan pour éviter de minimiser tout ça. Maintenant, si le PCA ne fonctionne pas ou si la disponibilité est plus importante, le problème de disponibilité est plus important que ça, il faut bien évidemment prévoir des sauvegardes et un PRA. Il est donc, comme on l'a dit, indispensable de prévoir des solutions de sauvegarde et de restauration de données qui soient efficaces afin de garantir la continuité de service pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, les systèmes de sauvegarde et de restauration efficaces? C'est simplement que vous mettez en place un système de sauvegarde et que vous vérifiez régulièrement si ces sauvegardes sont faites correctement et si le processus de restauration fonctionne bien. Si vous faites des sauvegardes pendant 5 ans sans jamais vérifier que la restauration va fonctionner, le jour où vous avez un crash, vous êtes à peu près certain que les restaurations ne fonctionneront pas et donc que vous allez perdre toutes vos données. Il est donc fondamental pour une entreprise qui héberge des données pour ses utilisateurs, pour ses clients, pour elle-même, d'avoir préparé, conçu et testé un plan de reprise d'activité qu'on a parlé à l'épisode 1, et donc le PRA. Le PRA permettra de remonter le système et l'ensemble des données en un minimum de temps. En fait, pour terminer sur la disponibilité, on se rend compte que des pannes matérielles, des sinistres et la cybercriminalité, c'est énormément de risques qui pèsent sur les systèmes d'information aujourd'hui. En fait, des mesures doivent être prises, que ce soit par les personnes qui gèrent du service informatique de votre entreprise ou par votre prestataire pour assurer une disponibilité du système d'information et la continuité des activités des entreprises qui hébergent les données, comme vient de dire Nicolas. La loi RGPD en fait, a fait prendre conscience à de nombreux hébergeurs de l'importance des données et puis de leur responsabilité vis-à-vis des clients et des collaborateurs. C'est un gros enjeu aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci à tous pour cet épisode. Il nous reste à vous remercier encore une fois, à vous inviter à participer au prochain qui sera jeudi 10 décembre à 15h. Et là, le 10 décembre, ce sera notre dernier épisode de cette web-série. On vous expliquera comment vous protéger plus concrètement, puisque là, on a passé 3 épisodes à vous expliquer quelles étaient les notions fondamentales avant de vous expliquer comment vous protéger. Et bien là, on vous donnera tout ce qu'il faut pour que vous soyez protégés et que vous ayez toutes les clés en main pour ne pas vous faire attaquer, ou le moins possible en tout cas. Et bien, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir.